Elle avait mis 26 ans à économiser cette somme, et il lui avait suffi de 4 mois pour la lui voler, en lui faisant croire qu'elle était enfin aimée. Daniel Fourret avait 54 ans quand sa vie a basculé. Pas dans un accident, pas dans une maladie. Dans un groupe Facebook consacré au voyage en solitaire pour les quinquagénaires, un soir de semaine ordinaire, devant l'écran de son ordinateur portable, posé sur la table de sa cuisine à Clermont-Ferrand. Ce que vous allez entendre est une affaire réelle. Une affaire qui n'a rien d'exceptionnel, et c'est précisément ce qui la rend terrifiante. Parce que Danielle n'était pas naïve, elle n'était pas vulnérable au sens où on l'entend dans les films. Elle était comptable depuis 26 ans, rigoureuse, méfiante de nature, économe jusqu'à la discipline. Elle avait traversé un divorce douloureux avec dignité, élevé 2 enfants seuls, constitué patiemment une épargne de sécurité, 52 000 euros. La totalité, ce qui s'est passé ensuite est une leçon sur ce que la solitude peut faire à un être humain quand quelqu'un décide de l'exploiter avec méthode. Clermont-Ferrand est une ville qui ne se vante pas, encadrée par les volcans endormis du massif central. Elle a quelque chose de discret et de tenace dans le caractère de ses habitants. Daniel Fourret en était l'incarnation parfaite. Né là, scolarisé là, marié là. 22 ans de mariage avec Bernard, un technicien de maintenance qu'elle avait rencontré à 20 ans lors d'une fête de quartier. Leur divorce, prononcé 7 ans avant les faits, n'avait pas été violent. Pas de cris, pas de coups. Juste une phrase de Bernard, un mardi soir, en rentrant du travail, posée sur la table comme une facture. Il était amoureux d'une collègue de 38 ans. Il voulait refaire sa vie. Daniel avait 47 ans ce soir-là. Elle n'avait pas pleuré devant lui. Elle avait attendu qu'il parte, s'était assise dans le salon et avait regardé fixement le mur pendant 2 heures. Cette blessure-là, être quittée pour une femme plus jeune, être renvoyée dos à une image de soi déclinante, ne s'était jamais vraiment refermée. Elle avait recouvert. Elle avait repris le travail, réorganisé ses finances, aidé ses enfants à s'installer. Maxime, l'aîné, était parti s'établir au Canada 2 ans après le divorce. Agnès, la cadette, avait suivi un compagnon à Berlin. Les appels téléphoniques s'espaçaient. Les visites se réduisaient aux fêtes de fin d'année. Danielle vivait seule dans un appartement de 70 mètres carrés qu'elle possédait, au 3e étage d'un immeuble des années 80, rue des Jacobins. Elle avait ses habitudes, le marché du samedi, la messe du dimanche davantage par rituel que parfois, et ses randonnées mensuelles organisées avec un club de retraités et de travailleurs cinquantenaires avec qui elle partageait peu, hormis le goût de marcher en silence dans les monts d'Auvergne. Elle n'utilisait presque pas les réseaux sociaux. Elle avait un compte Facebook créé à la demande de ses enfants pour voir leurs photos. Elle ne postait rien. Elle consultait rarement, jusqu'au soir, où, cherchant un avis sur un itinéraire de randonnée en Provence, elle était tombée sur un groupe, Voyage Solo 50 plus France et ailleurs, 4000 membres. Des photos de voyage, des conseils, des témoignages de gens qui avaient appris à partir seuls après un divorce, un veuvage, une rupture. Quelque chose en elle avait reconnu ce groupe. Elle avait cliqué sur joindre.ct un lundi soir ordinaire de début d'automne. Elle ne pouvait pas savoir que cette action allait détruire 7 ans d'économie et 2 ans de sa vie. La première prise de contact était arrivée 11 jours après son entrée dans le groupe. Un message privé. Court, élégant. Bonsoir. J'ai vu votre commentaire sur les gorges du Verdon. J'y suis allé il y a 3 ans pour un chantier, et votre description m'a redonné envie d'y retourner. Vous écrivez avec beaucoup de sensibilité. Laurent Beaumont. 43 ans, selon son profil. Ingénieur civil. Photo de profil. Un homme au trait fin. Cheveux châtains légèrement grisonnants aux tempes. Souriant devant ce qui ressemblait à un chantier de construction sous un ciel africain. Un visage ouvert, rassurant. Le genre d'homme qu'on imagine boire un café sans se presser. Le genre qui écoute vraiment. Ce que Danielle ignorait totalement, ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'est que ce visage n'appartenait pas à Laurent Beaumont. Il appartenait à Pieter Van Twyn, un architecte flamand de 40, et un an, basé à Gand, dont les photos professionnelles publiées sur son profil LinkedIn avaient été systématiquement volées plusieurs mois auparavant, et que le vrai auteur de ce message se trouvait à Lyon, dans un appartement du 8e arrondissement, assis devant 3 écrans ouverts simultanément sur 3 conversations différentes. Son vrai nom était Kofi Mensah. Il avait 30 et 1 an. Kofi était arrivé en France 5 ans plus tôt avec un visa étudiant, inscrit dans une école de commerce lyonnaise qui lui avait semblé être la porte d'entrée vers une vie différente de celle d'Accra. Il était le fils aîné d'une famille nombreuse
du quartier de Nima, l'un des plus pauvres de la capitale ghanéenne. Sa mère vendait des beignets sur le marché depuis l'aube. Son père était mort d'un accident de travail quand Kofi avait 12 ans. Il était brillant. Tout le monde le disait, ses professeurs, ses voisins, les membres de sa communauté. Un esprit vif, une mémoire photographique, une facilité déconcertante pour les langues. Le français, il l'avait appris seul avant d'arriver, à partir de séries télévisées et de manuels empruntés. En 6 mois sur le sol français, il le parlait sans accent notable. Mais la France n'avait pas tenu ses promesses. L'école avait fermé ses portes pour des raisons administratives en fin de première année. Son visa était lié à l'établissement. Il s'était retrouvé en situation irrégulière, sans papier, sans ressources, dans une ville qu'il ne connaissait pas. Il avait enchaîné les petits boulots informels, déchargement de camions la nuit, livraison à vélo. Il avait frappé à des portes pour des emplois déclarés sans succès. Chaque refus avait alimenté quelque chose de sombre en lui. Non pas une tristesse, mais une conviction. La société française était fermée. Elle lui devait quelque chose et refusait de payer. C'est dans ce contexte qu'il avait été recruté. Le mot est fort, mais il correspond à la réalité dans un réseau informel que les enquêteurs appelleraient plus tard le réseau de Lyon. Une dizaine de jeunes hommes ghanéens et ivoiriens, tous en situation précaire, organisés autour d'un coordinateur qui n'était jamais en première ligne. Le principe était simple, rodé, efficace, des profils Facebook soigneusement construits, des cibles identifiées parmi des femmes seules d'âge mûr, une méthode d'approche standardisée mais suffisamment flexible pour s'adapter à chaque personnalité. Kofi n'était pas un exécutant parmi d'autres. Il était ce que ses complices appelaient entre eux le stratège. Il gérait ses cibles, avec des tableurs Excel personnel prénom, date d'anniversaire, goût déclaré, vulnérabilité détectée, montant déjà versé, prochaine demande planifiée. Il ne confondait jamais les histoires. Il ne commettait jamais de faux pas factuels. Il avait créé le personnage de Laurent Beaumont avec soin, sur plusieurs mois, pas seulement une photo et un prénom, un historique Facebook crédible, des posts sur des voyages humanitaires, des photos de chantier en Afrique de l'Ouest, des partages d'articles sur l'architecture durable, quelques commentaires sur des pages culturelles françaises, des références à Sagan, à Prévert, à la cuisine du Sud. Un homme cultivé, sensible, engagé, un miroir parfait, en attente de sa première victime. Daniel avait mis 2 jours avant de répondre au premier message. Elle n'était pas du genre à répondre vite. Elle avait relu le message plusieurs fois. Elle avait regardé le profil de cet homme, les photos de chantier, les publications sur ses missions en Côte d'Ivoire, un post sur un coucher de soleil au bord de la lagune d'Abidjan avec une légende sobre. Certains soirs, on comprend pourquoi on fait ce métier. Elle avait tapé sa réponse, l'avait effacée. Recommencé. Bonsoir Laurent, merci pour votre message. Les gorges du Verdon méritent effectivement qu'on y retourne. Vous travaillez en Afrique en ce moment ? 3 lignes. Prudente. Presque froide. Il avait répondu en moins d'1 heure. Un message long, chaleureux, précis. Il décrivait son chantier, un projet de construction d'un réseau d'adduction d'eau dans un village à une centaine de kilomètres d'Abidjan, financé par une ONG française dont il citait le nom avec assurance. Il parlait de la chaleur, de la poussière, de la générosité des habitants du village qui lui apportaient de la nourriture le soir. Et il lui posait une question sur elle, une vraie question personnelle, attentive. Et vous, Daniel, vous voyagez beaucoup, en solitaire, ou vous en êtes encore à la phase où l'idée fait un peu peur ? Elle avait souri en lisant cela, parce que c'était exactement là où elle en était. Les premières semaines ressemblaient à une conversation ordinaire entre 2 adultes qui se découvraient. Laurent écrivait chaque matin sans faute, pas des messages envahissants ou trop intenses, juste une présence régulière, douce. Il lui demandait comment s'était passée sa journée au cabinet comptable. Il commentait les photos de randonnée qu'elle postait timidement dans le groupe. Il lui avait envoyé un poème de Prévert déjeuner du matin, en disant simplement « Je pensais à vous en le relisant ce matin. Je ne sais pas pourquoi. » Kofi Mensah, c'était lui bien sûr, assis à Lyon avec son tableur ouvert, avait repéré dès le premier échange les coordonnées émotionnelles de Daniel. Elle était seule depuis 7 ans. Elle avait été quittée pour une femme plus jeune. Elle considérait visiblement la solitude comme une fatalité liée à son âge, à son apparence ordinaire. Elle avait une intelligence vive, mais une faible estime sentimentale d'elle-même. Il avait donc construit Laurent en conséquence. Un homme qui ne s'intéressait pas aux femmes de 30 ans. Un homme qui trouvait la maturité attirante, l'expérience de vie plus séduisante que la jeunesse. Un homme qui lisait Sagan, parce que dans le profil de Daniel, il avait mentionné La Chamade comme son roman préféré. Il avait lu un résumé de La Chamade la même nuit.
Le lendemain matin, il avait glissé dans un message. Je viens de retrouver mon exemplaire de la chamade dans ma valise lue il y a longtemps. Mais je comprends pourquoi il résiste autant. Daniel avait mis plusieurs secondes avant de taper sa réponse, les mains légèrement tremblantes d'une émotion qu'elle n'aurait pas su nommer. Le mot amour était arrivé au 40e jour exactement. Kofi avait noté la date sur son tableur. C'était pas une déclaration frontale. C'était glissé dans une phrase à la fin d'un message du soir. Je sais pas ce que c'est exactement, ce que je ressens pour vous, Daniel, mais je commence à craindre que ce soit de l'amour. Et ça me surprend autant que ça vous surprendra peu. Être. Elle n'avait pas dormi cette nuit-là. Elle avait relu le message une dizaine de fois. Elle avait pensé à Bernard, à la façon dont il avait regardé les derniers mois de leur mariage comme on regarde un meuble familier, sans le voir vraiment. Elle avait pensé à ses soirées seules, à ses appels téléphoniques avec ses enfants qui duraient 10 minutes et laissaient un silence après. Et elle avait répondu « Je ne sais pas non plus ce que c'est, mais je le ressens aussi ». C'était la première fois depuis 7 ans qu'elle disait quelque chose d'aussi vrai à quelqu'un. À partir de ce moment, l'intensité avait changé de nature. Laurent appelait désormais le soir, en audio, jamais en vidéo. Il expliquait que la connexion sur son chantier était instable, que la vidéo coupait trop souvent. Sa voix était grave, légèrement chantante, avec cet accent presque imperceptible qu'il avait travaillé. Kofi avait passé des heures à écouter des podcasts de Français originaires d'Afrique subsaharienne pour modeler sa façon de parler, assez pour être crédible, pas assez pour être suspect. Ses appels duraient parfois 2 heures. Laurent lui parlait de son père mort quand il était enfant, de sa mère restée en France, une fiction soigneusement construite, de son rêve de rentrer un jour et de construire quelque chose de stable. Il lui posait des questions sur son divorce avec une douceur désarmante. Il ne la jugeait pas, il ne minimisait pas sa douleur. Il disait ce que Bernard a fait dit tout sur lui et rien sur vous. Personne ne lui avait jamais dit cela. Daniel avait commencé à lui parler de choses qu'elle n'avait jamais dites à voix haute. Sa peur de vieillir seule, sa culpabilité d'avoir être été trop absorbé par son travail pendant leur mariage, sa difficulté à appeler ses enfants depuis que les conversations se réduisaient à des questions pratiques. Laurent écoutait, Laurent comprenait. Laurent était là chaque matin sans qu'elle ait à le demander. À ce stade, l'enquêteur qui allait plus tard coordonner l'affaire, l'inspecteur Théo Barandone, un officier de la brigade de lutte contre la cybercriminalité de Lyon, aurait dit, et il le dirait effectivement lors du procès, que la manipulation était déjà totalement accomplie. Pas un euro n'avait encore été demandé. Mais le piège était fermé, parce que Daniel n'était plus en train de parler à un inconnu. Elle était en train de parler à la seule personne qui semblait la voir vraiment. Retirer cette personne de sa vie serait devenu une amputation. La première demande d'argent était arrivée un mercredi soir, 2 mois et 3 semaines après le premier message. Elle n'avait pas ressemblé à une demande d'argent. Laurent avait appelé plus tôt que d'habitude, sa voix différente tendue, inquiète, cherchant à rester calme, sans y parvenir tout à fait. Il y avait eu un accident sur le chantier, un effondrement partiel d'une canalisation, un ouvrier blessé. La situation était grave, la responsabilité civile du chantier engagée. L'ONG refusait de débloquer les fonds d'urgence avant la fin du mois pour des raisons bureaucratiques. Il devait avancer les frais médicaux et les compensations dues à la famille de l'ouvrier, sans quoi le chantier serait suspendu. Et lui, personnellement, mis en cause. Je voulais pas t'impliquer dans ça. Daniel, je t'en supplie, ne le prends pas mal. Mais je ne sais pas vers qui me tourner. Elle avait demandé combien ? 2800 €. Elle n'avait pas hésité longtemps. 2800 €, c'était une somme qu'elle pouvait absorber sans toucher à l'essentiel de son épargne. Elle avait fait le virement le lendemain matin, avant d'aller au travail, depuis l'application bancaire sur son téléphone, debout dans sa cuisine avec son café. Il avait rappelé le soir, soulagé, reconnaissant, presque honteux. Il lui avait promis de rembourser dès le virement de l'ONG, dans 3 semaines. Il lui avait dit « Tu n'imagines pas ce que ça représente pour moi. Pas l'argent, le fait que tu aies eu confiance. » 3 semaines plus tard, le remboursement n'était pas arrivé. Laurent avait une explication à un nouveau problème administratif avec l'ONG, un délai supplémentaire. Et pendant qu'il lui expliquait, une nouvelle urgence était apparue. Le mécanisme qui s'était alors enclenché est ce que les psychologues spécialisés en fraude sentimentale appellent le cycle de la dette émotionnelle. Et Théo Barandone, lors de ses explications aux jurés, allait le décrire avec une précision clinique qui avait rendu la salle silencieuse. Chaque don créait chez Daniel non pas un sentiment de méfiance croissante, mais un besoin croissant que la relation soit réelle. Parce que si la relation était fictive,
Alors elle n'avait pas seulement perdu de l'argent, elle avait perdu son jugement, sa dignité, la confiance qu'elle avait mise dans ses propres émotions. L'alternative à continuer à croire était trop douloureuse à envisager. Elle avait donc continué 4200 € pour un problème de dédouanement de matériaux sur le port d'Abidjan, 6000 € pour payer une caution exigée par les autorités ivoiriennes dans le cadre d'un contrôle de chantier. 3500 € pour les billets d'avion. Laurent allait enfin rentrer, enfin la voir, enfin tout serait réel. Les billets avaient été annulés la veille du départ pour des raisons qu'il avait détaillées avec une précision qui rendait le mensonge difficile à démêler de la réalité. Elle avait commencé à puiser dans son épargne profonde au 3e mois. Elle n'en avait parlé à personne. La honte, c'est le meilleur allié du prédateur. Daniel savait dans un coin de son esprit qu'elle s'appliquait à ne pas écouter que si elle racontait cette histoire à une amie, à sa fille, à un collègue, la réaction serait immédiate. Elle savait ce qu'on lui dirait. Alors elle ne disait rien. Kofi, de son côté, ajustait les demandes avec une précision millimétrée, jamais assez élevée pour provoquer un sursaut. Toujours assortie d'une explication logique, d'un calendrier de remboursement précis, d'une émotion partagée qui transformait le virement bancaire en acte d'amour. Faire ça pour moi, Daniel, c'est la preuve que tu me fais confiance. Et cette confiance, je la porterai toute ma vie. Le doute avait fini par venir. Pas brutalement. Progressivement comme une lumière qui change de qualité à mesure que l'heure avance. Cela faisait 4 mois que Laurent refusait les appels vidéo. Les excuses avaient varié: la connexion instable du chantier, un écran cassé non réparé faute de temps, une timidité soudaine à l'idée d'être vu dans sa tenue de travail. Chacune de ces excuses était parfaitement plausible prise, isolément. Ensemble, elles avaient commencé à former quelque chose d'autre. Un soir, après avoir raccroché un appel audio pendant lequel Laurent lui avait demandé 9000 €, une somme cette fois-ci qui avait provoqué en elle quelque chose d'inattendu, une résistance physique, un nœud dans l'estomac, Daniel avait ouvert son ordinateur et fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle avait glissé la photo de profil de Laurent dans un moteur de recherche inversé d'images. Les résultats étaient apparus en quelques secondes. Le visage de Laurent Beaumont figurait sur le profil LinkedIn d'un homme nommé Peter Van Tuyne, architecte à Gand, Belgique. Elle avait regardé l'écran pendant ce qui lui avait semblé être plusieurs minutes, puis elle avait fermé l'ordinateur, puis elle l'avait rouvert, elle avait relu les résultats. Elle avait cliqué sur le profil LinkedIn de Peter Van Tuyne, elle avait vu les mêmes photos, les mêmes exactement, parfois recadrées différemment, utilisées sur le profil Facebook de Laurent. Ce qu'elle avait ressenti ce soir-là n'était pas ce à quoi on pourrait s'attendre, pas de la colère, pas immédiatement. D'abord un vide complet, comme si le sol venait de disparaître sous ses pieds, puis une nausée, puis une douleur qui n'avait rien à voir avec les 52 000 € et tout à voir avec les 4 mois de confiance absolue qu'elle venait de voir s'effondrer. Elle avait trouvé le contact professionnel de Peter Van Tuyne sur son site d'agence. Elle lui avait écrit un mail en anglais, le seul qu'elle avait rédigé depuis des années, pour lui expliquer ce qui se passait. Il avait répondu en moins de 24 heures, visiblement bouleversé. Son identité était usurpée depuis des mois, avait-il découvert ce jour-là? Il avait immédiatement porté plainte auprès des autorités belges. Daniel avait pris son téléphone. Elle avait appelé sa fille Agnès à Berlin. Agnès Fouret avait 28 ans et une clarté d'esprit que sa mère admirait souvent. Elle travaillait comme graphiste dans une agence berlinoise et vivait avec son compagnon depuis 3 ans. Les appels entre elles étaient devenus rares, pas par manque d'amour, mais par une habitude progressive de l'éloignement géographique qui érode les liens les plus solides si on y prend garde. Quand sa mère lui avait tout raconté ce soir-là, Agnès n'avait pas dit « Comment as-tu pu ?» Elle n'avait pas soupiré. Elle avait écouté en silence jusqu'au bout, puis avait dit « Tu n'as rien à avoir honte et tu vas porter plainte. » Daniel avait voulu protester. La honte, justement la honte d'être allée au commissariat raconter qu'elle s'était fait escroquer par quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu en vrai, qu'elle avait envoyé 52 000 € à un fantôme, la honte de la question qu'elle lirait dans les yeux des policiers. Agnès avait pris le premier train disponible depuis l'aéroport de Tegel. Elle était arrivée à Clermont-Ferrand 2 jours plus tard, avait posé sa valise dans le salon de sa mère et l'avait accompagnée au commissariat le lendemain matin. La plainte de Daniel n'était pas tombée dans le vide. L'inspecteur Théo Barandon travaillait depuis 10 à 8 mois sur une série de dossiers concernant des fraudes sentimentales dans la région Rhône-Alpes et en Gironde. 46 ans, 15 ans de brigade cybercriminalité. Il avait développé une expertise sur les réseaux de romance scam qui opéraient depuis la France avec des cibles en France, en Belgique et en Suisse. Quelques semaines avant la plainte de Daniel, une infirmière retraitée de Bordeaux nommée Marceline Dubost, 61 ans, avait déposé une plainte similaire. Elle avait perdu 10 à 9 000 € au bénéfice
d'un homme se présentant comme un médecin humanitaire basé au Mali. Les numéros de compte vers lesquels les virements avaient transité ressemblaient à ceux que Barandon avait déjà vus dans d'autres dossiers. Quand la plainte de Daniel était arrivée dans ses mains, il avait passé 1 heure à comparer les montants, les destinations des virements, les techniques de communication. Les doutes qu'il avait déjà sur l'existence d'un réseau coordonné s'étaient transformés en certitude. Les virements de Daniel avaient transité par 3 comptes différents. Le premier, ouvert au nom d'un ressortissant malien, avait été clôturé dans les semaines suivant les derniers versements. Le second menait un compte en Angleterre, lui-même relié à des transactions en crypto-monnaie. Le troisième, celui qui avait permis de faire le lien crucial, était associé à une adresse postale lyonnaise. Cette adresse appartenait à une jeune femme de 27 ans du nom de Nadia Ossey. Nadia Ossey était arrivée en France 3 ans plus tôt, originaire d'Accra comme Kofi, qu'elle connaissait depuis l'enfance. Ils entretenaient une relation sentimentale depuis son arrivée à Lyon, où elle travaillait comme caissière dans une grande surface du 8e arrondissement. Elle n'était pas l'organisatrice du réseau. Elle n'envoyait pas les messages, mais elle savait approximativement, sans connaître les détails précis, que Kofi gagnait de l'argent d'une façon qui n'était pas tout à fait légale. Elle avait accepté que son adresse serve de point de réception pour certains envois, sans poser de questions. Cette complaisance allait lui coûter cher. Barandon avait transmis les éléments au parquet de Lyon, qui avait autorisé une surveillance des communications associées à l'adresse de Nadia. En moins de 2 semaines, les enquêteurs avaient remonté le fil jusqu'à un cybercafé du 8e arrondissement où Kofi se connectait régulièrement depuis des postes partagés, une précaution qui rendait la traçabilité plus difficile, mais pas impossible. La surveillance avait duré 10 jours. L'arrestation de Kofi Mensah avait eu lieu un mardi matin, peu après 10 heures. Les policiers de la brigade cybercriminalité étaient entrés dans le cybercafé avec la discrétion professionnelle des opérations préparées de longue date. Kofi était assis au fond de la salle, devant un poste dans le coin le plus sombre. Sur l'écran, 3 fenêtres de messagerie étaient ouvertes simultanément. 3 conversations, 3 femmes différentes, 3 histoires différentes, chacune à un stade différent, de la mécanique de manipulation. Il n'avait pas tenté de s'enfuir. Il avait regardé les policiers s'approcher, fermer posément les fenêtres, un geste quasi mécanique, comme si une partie de lui voulait protéger ses dossiers jusqu'au bout et s'était levé sans un mot. Dans l'appartement qu'il partageait partiellement avec Nadia, les enquêteurs avaient trouvé 3 téléphones portables, 2 ordinateurs portables et une quantité de documents qui avaient donné à Barandon la nausée, selon ses propres mots. Des tableurs avec des dizaines de noms de femmes. Des scripts de conversation, des modèles prêts, rédigés pour chaque phase de la manipulation. Des fiches de profil psychologique, rédigées dans un mélange de français et d'anglais, décrivant les vulnérabilités spécifiques de chaque cible. Daniel y figurait sous la référence DF04, avec la mention « solitude avancée, fort besoin de validation sentimentale, peu susceptible de parler à ses proches ». Barandon avait lu cette fiche plusieurs fois. Peu susceptible de parler à ses proches, Kofi avait compté là-dessus. Il l'avait su dès le premier échange. L'instruction judiciaire avait duré plusieurs mois. Les avocats de Kofi avaient tenté plusieurs lignes de défense. D'abord, la minimisation. Il reconnaissait les faits mais contestait le caractère organisé du réseau, se présentant comme un individu isolé agissant seul par désespoir économique. Cette ligne s'était effondrée face aux tableurs et aux documents retrouvés des éléments qui témoignaient d'une organisation méthodique impossible à attribuer à une démarche solitaire et improvisée. Ensuite, la contextualisation socio-économique, un homme sans papier, sans accès au marché du travail légal, contraint à la débrouillardise pour survivre. L'argument avait été entendu, mais pas comme une excuse, plutôt comme une circonstance parmi d'autres que le tribunal allait peser. Daniel avait décidé de se constituer partie civile. C'est à ce moment qu'elle avait rencontré Isabelle Tron, son avocate, une femme de 52 ans, dont la spécialisation en droit des victimes de fraude sentimentale témoignait d'une époque où ces affaires proliféraient suffisamment pour nourrir une pratique entière. Vous n'avez à vous justifier d'avoir fait confiance, avait dit Isabelle lors de leur première réunion. La confiance n'est pas une faute. L'exploitation de la confiance, si, Daniel avait pleuré en sortant de ce rendez-vous. Pas de désespoir, de soulagement. Et c'était la première fois depuis des mois qu'une phrase extérieure à sa propre conscience avait nommé correctement ce qui s'était passé. Le procès s'était tenu dans une salle ordinaire du tribunal correctionnel de Lyon. Pas de caméra, pas de foule. Une affaire parmi des dizaines traitées chaque semaine dans cette salle, sauf que pour Daniel, pour Marceline, pour les 3 autres femmes identifiées
comme victime du même réseau, c'était le centre du monde. Kofi avait comparu sans manifester d'émotion particulière. Il était bien habillé, son avocate y avait veillé, le regard fixe, la posture droite. Il n'avait pas regardé les victimes. Le procureur avait déroulé l'accusation avec méticulosité, escroquerie en bande organisée, usurpation d'identité, abus de faiblesse. Les montants étaient cités un par un, les dates des virements, les captures d'écran des conversations, les enregistrements d'appels récupérés depuis les téléphones saisis. La somme totale dérobée à l'ensemble des victimes identifiées dépassait 90 000 euros. Marceline Dubost, l'infirmière retraitée de Bordeaux, avait témoigné en première. Sa voix n'avait pas tremblé. Elle avait regardé Kofi en face en parlant. Elle avait dit « Je vous en veux pas personnellement. Je vous en veux pour ce que vous représentez, une industrie entière qui se nourrit de la solitude des femmes comme si c'était une ressource naturelle. » Puis c'était venu le tour de Danielle. Elle s'était levée dans ce silence particulier des salles d'audience où on entend les stylos et les respirations. Elle avait eu le sentiment étrange d'être à la fois présente et observée depuis l'extérieur d'elle-même. Elle avait parlé pendant 20 minutes. Elle avait raconté le premier message, la voix au téléphone. Les matins où elle se réveillait avec quelque chose à attendre. La façon dont elle avait progressivement commencé à organiser ses journées autour de leurs échanges. Elle avait dit « Je ne suis pas venue ici pour qu'on me rende mon argent. L'argent est parti. Je suis venue ici pour dire que ce qui a été volé n'était pas seulement de l'argent. » Kofi n'avait toujours pas tourné la tête vers elle. Le délibéré avait duré 2 jours. La sentence était tombée un matin de semaine, dans la même salle. Kofi Mensah, 4 ans de prison ferme pour escroquerie en bande organisée, usurpation d'identité et abus de faiblesse. Peine assortie d'une interdiction définitive du territoire français à l'issue de son incarcération. Nadia Hossey, 1 an de prison avec sursis pour complicité. Elle avait fondu en larmes en entendant le verdict, moins de soulagement que d'effondrement, comme si la réalité de ce qu'elle avait laissé se passer lui apparaissait enfin dans toute sa dimension. Danielle avait reçu le verdict sans expression particulière. Elle avait remercié Isabelle Tron d'une poignée de main ferme. Elle était sortie du tribunal avec Agnès, qui était revenue de Berlin pour l'audience. Il faisait froid ce matin-là, un vent sec venu du Massif central qui balayait les marches du palais de justice. Agnès avait passé son bras autour des épaules de sa mère. « C'est fini ?» avait demandé Danielle. Cette partie-là. Oui, l'argent n'est jamais revenu. Les 52 000 euros avaient transité en quelques semaines à travers plusieurs contrelets, une partie convertie en crypto-monnaie depuis un portefeuille numérique que les enquêteurs avaient identifié mais jamais pu saisir. Une autre partie avait disparu dans des virements vers des comptes au Ghana et en Côte d'Ivoire, hors de portée des mécanismes d'entraide judiciaire internationale. Danielle avait mis 2 ans à reconstituer une épargne minimale. Elle avait renoncé à plusieurs projets, un voyage au Portugal qu'elle s'était promis depuis des années, le remplacement de sa voiture qui commençait à donner des signes d'essoufflement. Elle avait continué son travail de comptable, les mêmes tableaux, les mêmes bilans, les mêmes réunions de fin de mois, mais avec la conscience permanente que 26 ans d'économie avaient disparu en 4 mois. Elle avait suivi une thérapie hebdomadaire pendant 2 ans. Elle avait rapidement compris, au fil des séances, que la perte financière était en réalité le symptôme le moins difficile à traiter. Ce qui prenait du temps, ce qui prenait beaucoup de temps, c'était autre chose. C'était la confiance en ses propres perceptions. Quand on vous a prouvé que vous étiez capable de vous tromper aussi, complètement, aussi durablement, sur quelqu'un que vous pensiez connaître, comment faites-vous confiance à la prochaine personne qui vous dit qu'elle pense à vous? Comment distinguez-vous la chaleur sincère de la simulation? Comment vous autorisez-vous à ressentir quelque chose sans immédiatement le soumettre à une contre-expertise? Sa thérapeute lui avait dit quelque chose qu'elle avait mis plusieurs mois à intégrer. La méfiance n'est pas la guérison. La guérison, c'est retrouver la capacité de faire confiance avec les yeux, ou vers pas de fermer les yeux par peur. Danielle avait hoché la tête lors de cette séance. Elle n'était pas sûre d'y croire encore, mais elle avait hoché la tête. Marceline Dubost, de son côté, n'avait pas attendu. Dans les mois qui avaient suivi sa déposition, elle avait fondé à Bordeaux une association de soutien aux victimes de fraude sentimentale, une structure légère, composée de bénévoles, qui proposait un espace de parole sans jugement pour des femmes et des hommes qui n'osaient pas parler à leurs proches. L'association avait accueilli 42 personnes lors de sa première année d'existence. Des profils très différents, des retraités, des quinquagénaires en activité, 2 hommes parmi eux, des sommes perdues allant de quelques centaines d'euros à des montants qui dépassaient l'entendement, mais une constante que Marceline avait rapidement identifiée comme le vrai dénominateur commun de toutes ces histoires. Personne n'en avait parlé à temps, chacun avait gardé le secret, alimenté par la honte, jusqu'à ce que le silence devienne une prison supplémentaire.
On ne combat pas ce qu'on n'ose pas nommer, avait-elle coutume de dire lors des premières réunions. Agnès, de Berlin, avait témoigné quelques mois après le procès devant une commission parlementaire consacrée à la cyberfraude sentimentale. Elle avait 30 ans à ce moment-là. Elle avait parlé sans note, avec la précision de quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à comprendre ce qu'elle aurait dû voir, à remonter les moments où un appel téléphonique plus attentif de sa part aurait pu être changé quelque chose. Elle n'avait pas conclu que c'était sa faute. Elle avait conclu que l'isolement de sa mère avait été la vraie faille, non pas une faiblesse personnelle, mais le résultat d'une accumulation de circonstances de vie qui avait laissé une femme intelligente et rigoureuse sans filet de proximité. L'inspecteur Barandon, interrogé lors d'une formation interne de la brigade après la clôture de l'affaire, avait résumé la mécanique du réseau en quelques phrases qui avaient circulé ensuite dans plusieurs rapports officiels. Ces organisations ne cherchent pas des femmes stupides. Elles cherchent des femmes seules. C'est pas la même chose. La solitude n'est pas un déficit intellectuel, c'est une condition humaine. Et ces gens-là ont appris à l'exploiter avec la précision d'un diagnostic médical. Ils savent exactement quelle blessure chercher, exactement quelle parole poser dessus, exactement à quel moment tirer. Il avait ajouté, après une pause, le seul point de vulnérabilité qu'ils ne savent pas exploiter, c'est la parole. Le fait de parler à quelqu'un, n'importe qui. Une fille, une amie, une voisine. La honte est leur meilleur allié, la conversation est leur seul ennemi. Quelques mois après le procès, Daniel avait accepté de témoigner dans le cadre d'un documentaire produit par une chaîne publique sur les arnaques sentimentales en ligne. Elle avait longtemps hésité. La honte était encore là, moins aiguë qu'au début, mais persistante comme une cicatrice qu'on touche machinalement. Elle avait finalement dit oui pour une raison simple. Elle avait lu, pendant la période d'instruction des témoignages d'autres victimes, des femmes qui avaient attendu des années avant de parler. Des femmes qui avaient continué à envoyer de l'argent, bien après le 1er d'août, parce qu'elle avait personne à qui dire « je crois que je me suis trompé ». Si son histoire pouvait raccourcir ce délai pour une seule personne, alors il y aurait quelque chose de récupérable en ce désastre. Le documentaire avait été diffusé un soir de semaine, suivi par plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs. La cellule de signalement de la plateforme Pharos avait reçu une augmentation notable de signalements dans les semaines suivantes des profils suspects, des tentatives d'approche dénoncées avant que quoi que ce soit n'ait pu se passer. Daniel ne le saurait jamais, mais c'était là, silencieusement, la seule forme de réparation qui avait un sens. La dernière chose que Daniel avait dite lors de son témoignage au procès était restée dans l'esprit de tous ceux qui étaient présents ce matin-là. Isabelle Tron, son avocate, le citait encore lors de ses conférences sur les droits des victimes. Barandon l'avait noté dans ses rapports. Marceline l'avait affiché dans les locaux de son association. Je n'ai pas été idiote, j'ai été seule. Et il le savait. 6 mots de vérité dans un monde où l'on confond trop souvent la vulnérabilité avec la faute. Danielle Fouret a aujourd'hui repris ses randonnées dans les monts d'Auvergne. Elle n'a pas fermé son compte Facebook, mais ne répond plus aux messages d'inconnus. Elle appelle Agnès plus souvent. Elle a rejoint un groupe de marche locale où les gens se voient en vrai, où les visages correspondent aux voix, où la confiance se construit à pied, sur des sentiers réels, sous un ciel qu'on peut tous voir en même temps. Elle ne croit plus au miracle de rencontres qui arrivent trop vite, trop bien, trop parfaitement calibrées sur ses manques les plus intimes. Mais elle n'a pas renoncé aux autres. Et c'est peu être là, dans cette résistance à la fermeture totale, la seule victoire que personne ne pourra jamais lui voler.